Les catastrophes naturelles. Qu'est-ce que le temps? Le moteur du temps, le soleil. Le temps, ou météo, décrit l'état de l'atmosphère, ce qui comprend le vent, les nuages, les orages, la température et les précipitations, pluie ou neige. Le climat est la moyenne des conditions météo sur de nombreuses années. Le temps, comme le climat, sont alimentés par le soleil qui dégage de l'énergie sous forme de rayonnement, pour l'essentiel la lumière. La moitié seulement de l'énergie libérée par le soleil est absorbée par la surface de la Terre et convertie en chaleur. L'autre moitié est réfléchie dans l'espace ou absorbée dans l'atmosphère. Près de l'équateur, les rayons du soleil sont presque verticaux et l'essentiel de la chaleur est absorbé. Près des pôles nord et sud, au contraire, ils sont obliques et la chaleur absorbée est donc plus faible. Les grandes lignes de la météo. À tout instant se produisent sur notre Terre des événements météorologiques variés. La progression des orages est modifiée par les vents d'altitude et de surface. Les courants océaniques provoquent de mouvements d'eau chaud et froid et atténuent les différences de température entre les pôles et l'équateur. La pollution, les feux de forêt, les cendres volcaniques influencent aussi sur le climat de la Terre. Couche superposée. L'atmosphère est une fine couche de gaz de 700 km d'épaisseur qui enveloppe la Terre. Comme la peau d'une orange, dans la stratosphère, la couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets. C'est dans la troposphère que se produisent des phénomènes météorologiques. Il y a 5 couches: la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La chaleur du soleil. Les rayons du soleil chauffent la surface de la Terre. La température varie plus sur la Terre qu'en mer. La neige peut réfléchir 90% de l'énergie solaire, tandis que les forêts tropicales sombrent et absorbent une grande partie. Tempête sur l'océan. En dehors de la zone intertropicale, la rencontre des fronts chauds et froids crée également de fortes tempêtes. Souvent plus larges qu'un cyclone, leurs vents sont toutefois moins violents. Cyclones. Les cyclones sont les très fortes tempêtes en masse spiralée qui se forment au-dessus des eaux chaudes près de l'équateur. On les appelle ouragans près de l'Amérique et typhons près de l'Asie. Air en mouvement. Le jet stream est une étroite bande de vent violent qui circule entre 8 et 20 km d'altitude. Tempête de sable. Des vents de surface violents produits par des tempêtes dans le désert soulèvent poussière et sable. Plusieurs fois par an, la poussière africaine traverse l'Atlantique et parvient en Amérique du Nord. Feu. Lorsqu'une forêt brûle, une grande quantité de fumée et de cendres se répand dans l'atmosphère. Ces polluants forment un nuage qui bloque la lumière solaire. Vérification avec les saisons. Comme l'axe de notre planète est légèrement incliné, les hémisphères nord et sud reçoivent des quantités de lumière variables selon les saisons. Lorsqu'un hémisphère est penché vers le soleil, c'est l'été. Lorsqu'il s'incline à l'opposé du soleil, c'est l'hiver. Variation de pression, le vent. Le vent est de l'air en mouvement. Il souffle
dans toutes les couches de l'atmosphère et dans toutes les régions du globe. Ce sont les variations de pression et de température de masse d'air qui donnent le vent. L'air chaud monte, ce qui diminue le nombre de molécules d'air au niveau du sol, créant une zone de basse pression. L'air froid, au contraire, descend et augmente le nombre de molécules d'air, créant une zone de haute pression. Le vent apparaît lorsque l'air se déplace de haute pression vers les basses pressions. Plus la différence de pression est importante, plus le vent est fort. La force du souffle. Le vent crée des vagues à la surface de l'eau et peut même pousser l'eau sur des terres basses. Les régions côtières sont exposées au vent fort parce que l'air frais au-dessus de l'eau souffle vers le rivage pour y remplacer l'air chaud qui monte. Lorsque le vent souffle en rafale, les branches et les troncs des arbres cassent parfois. Déferlement. Lorsqu'une vague approche du rivage, se basse et ralentit par le frottement, tandis que le sommet continue sa progression, les vents forts poussent l'eau vers l'intérieur des terres. Des troncs qui ploient. Des feuilles et les anguilles des arbres sont comme les ailes d'un moulin et offrent une prise au vent. L'arbre est plus exposé au vent dans sa partie supérieure, ce qui fait plier le tronc sous le vent. La force de Coriolis. En tournant sur elle-même, la Terre dévie la trajectoire des vents, les vents tournant vers la droite dans l'hémisphère nord, vers la gauche dans l'hémisphère sud. Sens des vents. Les vents dominent sont des vents d'est près des pôles et de l'équateur, des vents d'ouest sous les latitudes moyennes. Les mouvements d'air ascendant ou descendant dessinent comme des bouées autour de la Terre. Vents locaux. Les petites variations de température sur une faible distance créent des vents locaux. Ils soufflent toujours des endroits frais vers les endroits plus chauds et les observent surtout près des côtes et dans les zones montagneuses. Air froid au-dessus de la mer, air chaud sur les terres. Brise de terre et de mer. Le jour, l'air marin fait souffler vers la terre pour compenser l'air chaud, c'est la brise de mer. La nuit, c'est l'inverse, brise de terre. Brise de vallée. Lorsque les pentes sont chauffées par le soleil, l'air chaud monte. La nuit, l'air chaud se rafraîchit et descend dans les vallées en un vent froid. Débris emportés. Branches, tuiles et autres matériaux emportés par les vents se transforment en dangereux missiles dans leur chute. L'eau dans le ciel, les nuages. Les nuages sont des masses de vapeur d'eau condensées et accumulées autour de fines particules de poussière. Ils se forment généralement lorsque l'air chaud monte, se dilate puis refroidit. Ils apparaissent aussi au contact de deux masses d'air, par exemple le long des pentes montagneuses lorsque les courants d'air ascendants sont intenses. Les gros cumulus se développent tandis que les courants lents donnent des stratus filamenteux. Le brouillard est dû à un stratus qui touche le sol. Les nuages nous semblent blancs parce que les gouttelettes d'eau réfléchissent la lumière. Lorsqu'ils sont sombres, c'est parce qu'ils sont si denses que la lumière ne parvient pas à les traverser. Ciel menaçant. De gros nuages sombres de vent fort annoncent la tempête. Une ligne de grains formée d'orages violents se déclare le long d'un front d'air froid alimenté par l'air froid et
se formant à l'avant du rideau de pluie. Ces orages peuvent se succéder pendant 6 heures et davantage. Alignés. Les altocumulus sont de gros nuages contenus, souvent disposés en alignement. Ils se forment à partir d'air chaud qui s'élève lentement, ou bien ils demeurent après dissipation d'un orage. Eau gelée. Les fins cirrus contiennent des cristaux de glace. Dans un air très froid, la vapeur d'eau passe directement à l'état de neige ou de glace. La forme des cristaux dans les flocons dépend de la température de l'air et de la vapeur d'eau. Averse. Il ne pleut pas partout dans les nuages. Les gouttes de pluie peuvent demeurer en suspension dans l'air ascendant. Les précipitations ont plutôt lieu toujours l'air dansant. Ces courants descendants sont visibles sous forme de rideaux pluvieux gris. Pluie. Les mouvements d'air en sein de nuages font s'agglutiner les gouttelettes d'eau microscopiques. Il faut des millions de ces gouttelettes pour faire une goutte de pluie. Lorsque celle-ci est assez grosse, elle tombe sur la terre. Écume blanche. Le vent qui souffle à la surface de l'eau entraîne la formation des vagues lorsque la vitesse du vent dépasse 75 km/h. La crête des vagues devient mousseuse. Front d'orage. Les nuages en chou-fleur, généralement moutonnants au sommet et plats à la base, marquent le front de l'orage. Des vents froids obligent l'air chaud extérieur aux nuages à monter, ce qui peut déclencher de nouveaux orages. Le cycle de l'eau. Continuellement, l'eau s'évapore, forme de nuages, retombe sous forme de précipitations et est collectée dans les lacs, les rivières et les mers. Le cycle définit le climat terrestre et assure le renouvellement de l'eau douce. Les orages, des nuages chargés d'électricité. Chaque jour, environ 40 000 orages éclatent autour du globe. Ils se développent lorsque l'air chaud, humide et instable s'élève très haut dans le ciel. Ils s'atténuent souvent très vite lorsque les courants d'air froid descendant deviennent plus nombreux que les courants d'air chaud ascendant, ce qui vide le nuage de son énergie. Les orages typiques durent 1 à 2 heures, avec les éclairs et tonnerres. Les orages supercellulaires, phénomènes météorologiques violents, durent beaucoup plus longtemps et provoquent des pluies torrentielles, des averses de grêle et des tornades. Ils s'observent surtout dans les grandes plaines américaines. Des courants froids touchent le sol accompagnés de vents violents d'une vitesse parfois supérieure à celle des cyclones. Nuages d'orage. La plupart des orages se déroulent en 3 phases. Ils durent quelques minutes ou plusieurs heures. Ils se forment dans la journée lorsque le soleil chauffe le sol et lorsque l'air chaud ascendant rencontre un obstacle. Montagne ou front froid. La partie basale du cumulonimbus ou nuage d'orage peut se situer à 1000 mètres du sol. Structure verticale. Le sommet du nuage d'orage atteint parfois la limite de la stratosphère. Les puissants courants ascendants peuvent faire culminer ce nuage à plus de 18 000 mètres, plus de 2 fois la hauteur de l'Everest. Le début. L'air chaud ascendant fait monter la vapeur d'eau dans un air plus frais. L'humidité se condense et
en cumulus bourgeonnant. La dissipation. Le cumulonimbus se désintègre lorsque les courants d'air froid descendant stoppent la montée des masses d'air chaud. Le ciel ne garde enfin d'orage que quelques cirrus filamentaux. Dégâts au sol. Les tornades, vents tourbillonnants intenses, peuvent accompagner l'orage supercellulaire. Lorsque la tornade touche le sol, les dégâts sont impressionnants. Il arrive qu'une maison soit détruite et les voisines encore debout. Lorsque le climat devient fou. Vents tourbillonnants, les tornades. Les tornades sont des vents tourbillonnants violents qui dépassent parfois 300 km/h. Ces vents qui tournent au cœur d'un orage intense concentrent la vapeur d'eau en un tourbillon étroit. L'entonnoir caractéristique sous la couverture nuageuse persiste rarement plus de 10 minutes. Les orages supercellulaires peuvent déclencher des tornades faisant des ravages durant plus d'une heure. Les plus durables sont aussi les plus étendus, jusqu'à 1,6 km de diamètre. Les dommages atteignent leur maximum là où la vitesse du vent change et sur la trajectoire des petites tornades au sein de l'entonnoir principal. Une région centrale des États-Unis est appelée allée des tornades, car des centaines de tornades y sont observées chaque année, un record mondial. Puissance du vent. Les vents des tornades sont les plus violents sur notre planète. Ils sont capables d'emporter des objets très lourds, comme une voiture, un wagon ou même une maison sur plusieurs kilomètres. Force destructrice. Les tornades arrachent souvent les toitures des maisons, les débris emportés par le vent, branches et même voitures, occasionnent de gros dégâts aux constructions. Tube creux. La pression d'air très basse à l'intérieur de l'entonnoir crée un cœur calme, entouré de vents puissants en tourbillon. Vu de l'extérieur, les tornades évoquent un cône ou une trompe d'éléphant. Anatomie d'une tornade. Les tornades sont créées par des vents tourbillonnants au cœur d'un violent orage et par des vents en spirale au niveau du sol. Des nuages de débris attestent du contact de la tornade avec le sol. Un éclair dans le ciel, la foudre. La foudre est la partie visible d'une étincelle électrique gigantesque dans le ciel, résultat de l'accumulation de charges électriques contraires à l'intérieur de nuages d'orage. La température de l'éclair peut atteindre 30 000 degrés, 100 fois plus que la surface du Soleil. Cette chaleur intense a pour conséquence la dilatation de l'air à une vitesse supersonique, ce qui produit le bruit du tonnerre. On estime à 3 millions le nombre quotidien d'éclairs sur Terre. La foudre touche chaque année plusieurs milliers de personnes, dont la plupart survivent. L'Empire State Building, ce gratte-ciel new-yorkais, est frappé environ 100 fois par an. Décharges dangereuses. La foudre frappe généralement les pins hauts, comme les grands arbres, un clocher et parfois même une personne isolée dehors. Lorsque des nuages menaçants approchent, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou un véhicule. La foudre peut aussi déclencher un feu de forêt, détruire des équipements électriques et électroniques et provoquer un arrêt cardiaque. Comment se forment les éclairs? Les éclairs se forment généralement dans les cumulonimbus agités par des mouvements d'air violents. Des charges négatives s'accumulent à la base du nuage, tandis que des charges positives sont soulevées par les courants ascendants. Le sol en dessous peut être chargé positivement aussi. Du nuage au sol, si le sol est chargé positivement,
La foudre frappe du nuage vers le sol. De nuage à nuage. La foudre peut frapper au sein d'un nuage ou un autre chargé opposé de nuages voisins. De nuage à l'air. L'électricité peut aussi se déplacer des charges positives du nuage vers l'air environnant, chargé négativement. Avertissement sonore. Si l'éclair est perçu presque immédiatement, le tonnerre se propage beaucoup plus lentement. Pour déterminer à quelle distance se trouve l'orage, comptez les secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre. Un intervalle de 3 secondes représente une distance de 1 km. Se protéger. Si vous ne pouvez pas vous mettre rapidement à l'abri à l'intérieur, essayez de ne pas être une cible pour la foudre. Débarrassez-vous de tout objet métallique. Baissez-vous loin du couvert des arbres. Restez sur vos pieds tout en vous recroquevillant. Chassé-croisé. Presque à l'instant où la foudre quitte le nuage, un éclair retour quitte la terre. L'électricité se déplace très rapidement et à plusieurs reprises entre zones de charge contraires. La foudre peut frapper jusqu'à une distance de 8 km de l'orage. Ramification. La foudre suit des trajets en zigzag vers des particules de charge opposées. L'éclair prend selon les cas l'aspect d'un arc-charge large, d'une ligne sinueuse ou très ramifiée. En flamme. La chaleur intense d'un impact de foudre peut faire bouillir la sève d'un arbre et faire exploser celui-ci. Les cendres brûlantes répandues risquent ensuite d'enflammer la végétation proche et même les habitants. Mise à la terre. La foudre se propage à la surface du sol ou y pénètre en profondeur. Le flux électrique dégagé permet de rétablir l'équilibre des charges positives et négatives. Typhon, ouragan ou cyclone. Un cyclone est une tempête intense en spirale qui peut s'étaler sur 800 km de diamètre, produire des pluies torrentielles et un raz de marée sur les côtés. Avec des vents allant jusqu'à 300 km/h, les cyclones sont souvent considérés comme les pires tempêtes. Ils ont une durée de vie de plusieurs jours à plusieurs semaines et les dégâts engendrés comprennent aussi bien destruction des navires que dévastation de zones côtières. Les cyclones se forment au-dessus des eaux tropicales, généralement en été. On les appelle typhons près de l'Asie, ouragans près de l'Amérique, cyclones près de l'Australie et dans l'océan Indien. Un cyclone qui gagne en puissance. La plupart des cyclones qui touchent l'Europe et l'Amérique du Nord prennent naissance au large des côtes africaines. Lorsque la tempête s'éloigne de l'équateur, elle gagne en puissance et amorce son mouvement de rotation. Le cyclone peut se renforcer ou au contraire ralentir à plusieurs reprises lorsque de son déplacement en dessous de l'océan. Il perd de sa vitesse lorsqu'il atteint le continent. Étape 1. Le cyclone prend naissance sous forme d'un groupe d'orages près de l'équateur. Les vents de haute altitude rassemblent les nuages d'orage et amorcent leur rotation. Le cyclone est alimenté par l'air chaud et humide ascendant. Étape 2. Les nuages se rassemblent en spirale lorsque s'accélère la rotation et la vitesse du vent. On parle de tempête tropicale lorsque la vitesse des vents atteint 63 à 118 km/h. Étape 4. Lorsque la vitesse du vent dépasse 118 km/h, la tempête devient cyclone. La zone la plus calme du cyclone est son centre ou œil. Les vents les plus forts sont enregistrés dans les murs de l'œil qui entourent l'œil du cyclone.
passages destructeurs. Les vents violents et le raz-de-marée qui accompagnent le cyclone sont capables de détruire ou de soulever des bâtiments, de déplacer des voitures et des bateaux. Chaque année, les cyclones font de nombreuses victimes humaines et n'ont pas pu se mettre à l'abri. Inondations sur les côtes. Les vents violents peuvent provoquer un raz-de-marée qui pousse l'eau de mer jusqu'à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Le déferlement des vagues entraîne aussi une érosion destructrice sur les plages. Le cyclone faiblit et s'éteint lorsqu'il arrive au-dessus des terres ou d'eau froide. Vent ascendant. L'air chaud ascendant nourrit les nuages d'orage. Des bandes de pluie intenses se concentrent sur les bras spirales du cyclone. La tempête en mer. Un mur d'eau. Le système de basse pression met en jeu des interactions entre masse d'air froide et sec continentale et masse d'air chaude et humide océanique. Lorsque ces masses d'air se rencontrent, des tempêtes se développent. Sous les latitudes moyennes et hautes, ces tempêtes dépressionnaires s'intensifient rapidement. Elles sont souvent beaucoup plus étendues que les tempêtes tropicales, avec des vents dépassant les 118 km/h. Ces vents violents provoquent des vagues immenses, véritables murs d'eau. Vue de l'espace. Cette photo satellite montre une gigantesque tempête de moyenne latitude sur les îles britanniques, avec des vents violents en spirale caractéristiques de l'hémisphère nord, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La force de Coriolis inverse le sens dans l'hémisphère sud. Bateau. Il est presque impossible pour un bateau de naviguer avec de telles vagues. La seule possibilité pour le capitaine consiste à essayer de mettre le cap sur la vague qui arrive. Si le navire reçoit la vague par le travers, il a toute chance de chavirer. Effet combiné. Les vagues générées par le vent dans l'océan peuvent se renforcer mutuellement pour donner des vagues encore plus hautes. Elles peuvent former une crête si les vents sont assez forts pour propulser en vent leur sommet. Certaines, au contraire, interfèrent avec d'autres vagues et ont moins de hauteur. L'océan déchaîné. L'équipage du chalutier tente de garder le navire à flot à l'approche d'une vague immense. Les tempêtes océaniques intenses avec des vents très violents se forment lorsqu'une tempête tropicale rencontre un système dépressionnaire. Les vents engendrés peuvent alors générer des vagues de 30 mètres de hauteur. Par comparaison, le tsunami le plus fort jamais enregistré, une vague gigantesque causée par un tremblement de terre ou une éruption volcanique mesurait 524 mètres. Les courants océaniques. Les principaux courants océaniques sont créés par les systèmes des vents. Ils transportent des eaux chaudes ou froides sur de grandes distances et influent le climat. Ainsi, le Gulf Stream est un courant d'eau chaude qui part de la mer des Antilles égale l'Atlantique Nord, rendant le climat de l'Europe du Nord-Ouest plus doux qu'il ne le serait sinon. Emportés par les inondations. Les inondations sont responsables de 40% des pertes humaines liées aux catastrophes naturelles. Elles sont causées par des pluies diluviennes, par la rupture d'un barrage ou d'une digue ou par un raz-de-marée sur les côtes. Des pluies intenses et prolongées font sortir les rivières de leur lit. La crue d'un fleuve peut durer plus d'un mois, dévastant terres agricoles et habitations. Les routes et autres revêtements imperméables diminuent la capacité d'absorption d'eau par le sol et augmentent donc le ruissellement.
l'eau en furie. Les crues torrentielles se produisent à la suite de pluies violentes. Ainsi, un déluge de montagne peut-il provoquer une crue torrentielle à plusieurs kilomètres de distance. L'eau s'engouffrant dans les gorges est assez puissante pour emporter des voitures, des blocs rocheux et même des maisons. Il n'y a aucun moyen de maîtriser les eaux. Risque accru. Berges brûlées par le soleil et sols secs perdent leur perméabilité. L'eau ruisselle alors en surface au lieu de s'infiltrer. Parois abruptes. Dans les zones montagneuses, l'eau de pluie vient rapidement gonfler les cours d'eau dans les gorges étroites. Celles-ci forment un entonnoir qui accélère la vitesse de l'eau dévalant de la montagne. La puissance de l'eau. Lors d'une crue violente, la vitesse de déplacement de l'eau peut atteindre 16 km/h. La puissance de l'eau est alors comparable à celle des vents dans un cyclone de classe 1. Contenir les crues. Les zones présentant des risques d'inondation peuvent être protégées par des barrières destinées à contenir la montée des eaux. Mais ce type de structure protectrice à un endroit risque de provoquer la montée des eaux à un autre endroit non protégé. Dignes, des banquettes de terre renforcées permettant de maîtriser les rivières aux cours irréguliers ou aux crues fréquentes. Barrières de protection contre les marées. Dans les zones côtières basses, ces barrières arrêtent les vagues anormalement hautes et les grandes marées. Barrage. Un barrage est un mur de béton qui bloque ou régule le flux d'une rivière ayant des crues fréquentes. Comment faire face à la chaleur extrême? Les vagues de chaleur font de nombreuses victimes. Ces longues périodes de température supérieure à la normale durent de quelques jours à plusieurs semaines. Elles sont d'autant plus meurtrières lorsque la chaleur se renforce dans la journée et que la température nocturne demeure élevée. En 2003, en Europe, une vague de chaleur qui a duré 10 jours a causé environ 35 000 décès. La température la plus élevée, 47,2 degrés, a été enregistrée à Séville en Espagne. Ces périodes de canicule menacent particulièrement les personnes âgées, les jeunes enfants et les malades. Elles vont généralement de pair avec une sécheresse marquée. Manque de pluie. Les déserts sont des régions sèches qui reçoivent peu de pluie. Elles couvrent 1/7 de la surface de la Terre. Les nomades du Sahara utilisent des chameaux comme animaux de bas parce qu'ils survivent avec très peu d'eau. Mais les déserts ne sont pas toujours chauds. L'Antarctique est le continent le plus sec, un désert gelé qui reçoit moins de 25 cm de précipitations par an. Adaptation dans le règne animal. Pour survivre dans le désert, les animaux doivent supporter des températures extrêmes et recycler l'eau. Certains produisent des déjections presque sèches pour limiter les pertes d'eau. La plupart chassent la nuit quand il fait moins chaud. Transfert de chaleur. Tous les vaisseaux sanguins qui évacuent les grandes oreilles de lièvre du désert lui permettent de réguler la température du corps. Emballage humide. La peau de cette grenouille du désert forme de petits sacs qui peuvent remplir d'eau de pluie. Elle peut ainsi rester enterrée plusieurs années, presque en hibernation. Oasis. Des strates rocheuses sous la surface du désert retiennent l'eau. Les racines des plantes vont puiser dans ces réservoirs souterrains, tandis que les humains creusent des puits pour remonter l'eau à la surface du sol.
Vent de sable. Les vents d'une vitesse supérieure à 16 km/h soulèvent les grains de sable. Celles-ci sont transportées à une vitesse moindre que celle du vent. Mais les vents forts et les courants aériens ascendants peuvent emporter le sable sur des milliers de kilomètres. Vaisseaux du désert. Les chameaux peuvent se passer d'eau pendant des jours car ils utilisent leurs bosses comme réservoir de nourriture et leur fourrure laineuse comme isolant contre la chaleur. Ils transpirent très peu. Illusion d'optique. Un mirage correspond à une masse d'air brillante qui ressemble à une mare. Elle se forme par réfraction de la lumière dans une couche d'air chaud située près du sol et au-dessous d'air plus froide. Protection appropriée. Des vêtements lâches, laissant passer l'air et retiennent l'humidité pour éviter la déshydratation. Un foulard protège le visage et le cou de la chaleur comme de la morsure des grains de sable portés par le vent. Dans l'espace, aurore polaire. Le Soleil est à la source de toute la météo de notre système solaire. Des gaz circulent dans l'atmosphère qui entoure le Soleil en un vent constant. Des particules ayant une charge magnétique. Ce vent solaire voyage dans l'espace et atteint la Terre en 2 à 6 jours. Le champ magnétique entoure notre planète, le protège des effets néfastes du vent solaire et dévie les particules chargées par les pôles nord et sud. Si elles atteignent l'atmosphère terrestre, ces particules peuvent déclencher des tempêtes magnétiques, mais aussi produire des aurores polaires, superbes spectacles lumineux dans le ciel nocturne. Dans l'hémisphère nord, où on les appelle aurores boréales et aurores australes dans l'hémisphère sud. Tempête planétaire. L'énergie solaire définit le temps sur toutes les planètes de notre système solaire. La planète Mars, très froide, se caractérise par des calottes de glace et des tourbillons des poussières. L'atmosphère de Vénus, riche en dioxyde de carbone, peut déclencher des éclairs. Flammes de gaz. Des flammes se dessinent à la surface du Soleil lors d'émissions d'énergie qui transpercent l'atmosphère entourant cette étoile. Tache rouge de Jupiter. Cette tempête géante fait rage sur Jupiter depuis plus de 300 ans. Cette tache rouge a une taille double de celle de la Terre. Averse lumineuse. Les particules du vent solaire vibrent lorsqu'elles heurtent l'atmosphère terrestre. Quand elles reprennent leur état d'origine, elles diffusent une lumière colorée. Les particules d'oxygène dégagent une lumière rouge, vert et jaune. Les aurores polaires, surtout observées dans les régions polaires, se produisent entre 80 et 600 km d'altitude. Rideau lumineux dans le ciel. La météo dans l'espace comprend des phénomènes lumineux colorés appelés aurores polaires. Vues de la Terre, ces aurores évoquent des rideaux lumineux scintillants. L'observation du climat à l'intérieur de l'œil du cyclone. Les météorologistes scientifiques qui étudient le temps ont développé des outils sophistiqués pour enregistrer les conditions météorologiques et améliorer leurs prévisions. Ces outils équipent des stations météo présentes dans le monde entier, au pôle, dans le désert, les océans et même dans l'espace grâce aux satellites. Les données sont transmises électroniquement et traitées par ordinateur, puis enregistrées sur des cartes et dans des relevés météo. Pour surveiller et suivre les cyclones et tempêtes, ces scientifiques utilisent des radars Doppler qui mesurent les vents et les précipitations.
des satellites météorologiques pour les détecter et même des avions dits chasseurs de cyclones. Chasseurs de cyclones. Cet avion très particulier survole le cyclone à environ 12 000 mètres d'altitude. Les instruments de bord effectuent de nombreuses mesures. Des données complémentaires sont fournies par des satellites, des bouées météo, des navires, des stations météo à terre. Dans l'œil du cyclone. Les cyclones présentent au centre bien défini l'œil. S'il n'est pas parfaitement calme, l'œil connaît des vents très faibles par rapport à ceux les plus violents du mur du cyclone qui entoure l'œil. Trappe-sonde. Les scientifiques lâchent des trappe-sondes ballons équipés d'appareils de mesure dans l'œil du cyclone. Ces ondes enregistrent vent, température, pression et humidité 2 fois par seconde. Ralenties par un parachute, elles mettent environ 15 minutes à toucher la surface de l'eau. Nuages tournoyants. Les bras spiralés présentent les vents et les pluies sont violents dans les zones relativement calmes situées entre les bandes. La structure en spirale du cyclone est renforcée par les vents tourbillonnants de basse altitude. Vents chahutés. Les avions chasseurs de cyclones sont destinés à affronter les turbulences d'une tempête. L'équipage porte un harnais de sécurité et tous les appareils de mesure sont solidement fixés. Changement climatique. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années et sa température a varié au fil du temps. À certaines périodes, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, à d'autres beaucoup plus froid. Les conditions météorologiques évoluent depuis peu de façon dramatique, du fait des activités humaines et de l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone. Ces 100 dernières années, la température moyenne de la Terre a augmenté de 0,6 degrés et le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 33%. La couverture glaciaire a nettement diminué. Le dioxyde de carbone piège la chaleur dans l'atmosphère terrestre et peut, comme les fenêtres d'une serre, retiennent l'air très chaud à l'intérieur. Certains scientifiques pensent que ce réchauffement climatique va accentuer les phénomènes météorologiques extrêmes. Chute de glace. La calotte glaciaire de l'Antarctique, le plus grand glacier du monde, représente près de 90% de la glace de notre planète. Lorsqu'un bloc de glace se détache, il est emporté par les courants vers des eaux plus chaudes où il fond. Cette eau contribue à relever les niveaux de mer, ce qui peut modifier les courants océaniques et causer des inondations. Crevasse dans la banquise. Lorsque la banquise fond en surface, l'eau forme des flaques et s'infiltre dans des crevasses, ce qui affaiblit la structure de la glace et favorise la chute des blocs. Le sommet de l'iceberg. Les icebergs sont de gros blocs de glace constitués d'eau douce qui se détachent de la banquise. La partie immergée ne représente que 10% de la masse totale de l'iceberg. Évolution des températures. Depuis la fin du XIXe siècle, lorsque l'on a commencé à brûler du charbon dans les usines pour produire de l'énergie, les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté, de même que la température moyenne de notre planète. Chute. La fonte et la chute de blocs de glace réduisent la banquise chaque année.
Les chutes de neige compensent en partie ces pertes. La couverture glaciaire diminue actuellement parce que les chutes de neige ne compensent pas la fonte des glaces. Recul des glaciers. Dans le monde entier, les glaciers reculent rapidement du fait de l'augmentation des températures et de moindres chutes de neige. Zoom sur les vents déchaînés. Désert de Gobi. Tempête de sable. Dans les déserts et les zones arides, des vents violents en période de sécheresse prolongée peuvent déclencher d'impressionnantes tempêtes de sable et de poussière. Les particules de poussière, 10 fois plus petites que les grains de sable, demeurent donc plus longtemps en suspension. La poussière peut être transportée sur des milliers de kilomètres et s'élever jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Certaines tempêtes de sable sont même visibles de l'espace. Les poussières portées par les vents sont responsables de problèmes de santé et d'environnement. Elles ont notamment un impact sur les fragiles récifs coralliens. Enfin, la visibilité réduite et l'obstruction des moteurs par le sable gênent la circulation. La poussière envahit le ciel. Une gigantesque tempête de sable submerge un village dans la province du Gansu, près du désert de Gobi. De telles tempêtes sont fréquentes dans le nord-ouest de la Chine, là où les sols sableux et les mauvaises pratiques agricoles ont favorisé l'érosion et la désertification. En 2006, 9 tempêtes de sable ont touché la région en 2 mois. La poussière atteint parfois le Japon, la Corée et même les États-Unis. Amoncellement. Ces tempêtes déposent des tonnes de sable et de poussière qui viennent recouvrir des maisons, des véhicules, des champs et des routes. À l'approche du nuage, la tempête de sable se déplace jusqu'à 80 km/h. Près de leur point de formation, ces tempêtes se déclarent presque sans signe avant-coureur. Parfois, ces précipitations accompagnent un nuage de poussière, donnant une pluie de boue. Circulation difficile. Mêlée à la pollution, la poussière transportée par le vent crée un brouillard étrange dans le ciel de Pékin, en Chine. Selon le type et l'épaisseur de la poussière, le ciel paraît jaune, rouge, brun ou noir. Lutte contre l'érosion. Les agriculteurs enfoncent les ballots de paille dans le sol comme barrière contre les vents de sable. Le gouvernement chinois a mis en place un programme de plantation d'herbes et d'arbustes pour constituer des brise-vents. Nuages de poussière. En 1983, un gigantesque mur de poussière porté par un front froid très puissant a déferlé sur la ville de Melbourne en Australie. Après le passage de la tempête, il a fallu évacuer 1000 tonnes de poussière. Zoom sur les vents déchaînés. Tornade à répétition. Dans la journée du 5 février 2008, entre 0h et minuit, 133 tornades ont dévasté une zone des États-Unis englobant 8 États, surtout la Tennessee, le Kentucky, l'Arkansas, l'Alabama et le Mississippi. Ce nombre est le deuxième plus important jamais enregistré en 24 heures. Des températures anormalement élevées ont alimenté des orages supercellulaires qui ont produit l'essentiel des tornades.
Ce déchaînement a eu lieu plusieurs mois avant la saison habituelle des tornades et, tout aussi inhabituellement, les orages se sont surtout formés la nuit. Le nombre total de victimes s'est élevé à 84. L'une des tornades a même emporté un enfant de 11 mois sur une distance de 90 mètres. Heureusement, ces blessures sans blessures graves. Bâtiment soufflé. Les deux tornades qui ont touché l'Union University dans le Tennessee ont ravagé les chambres d'étudiants. La plus forte tornade, avec des vents soufflant à 265 km/h, a été classée EF4 sur l'échelle de Fujita étendue. La seconde a dévasté l'université et était une tornade classée EF3. Des étudiants ont été bloqués dans les décombres, mais il n'y a pas eu de victimes. Par paire, les tornades ne sont pas toujours isolées. Parfois, une ou plusieurs entonnoirs tournent autour d'une tornade centrale. Les tornades à multivortex, issues d'un même nuage, et ont une trajectoire difficilement prévisible. Côté dégâts, un bâtiment peut être intact tandis que tout est détruit alentour. Zoom sur les vents déchaînés. Birmanie, cyclone Narzi. Avec des vents atteignant 190 km/h, le cyclone Narzi fut l'un des plus meurtriers en Asie. Ce cyclone de catégorie 3 a touché la Terre dans le delta de l'Irrawaddy, une zone de terre basse dans le sud du Myanmar, ou Birmanie. Il y a eu près de 85 000 morts à cause de l'intensité du cyclone, des inondations et de l'absence d'alerte météo. Des centaines de têtes de bétail ont péri également. Ce cyclone était la première tempête de la mousson d'été dans cette région. Si le nom de mousson évoque souvent des pluies torrentielles, il correspond en réalité à un système de vent qui s'inverse selon les saisons. Inde et Asie du Sud-Est connaissent ces périodes de mousson humides et sèches. Vagues dévastatrices. Les vents impitoyables ont provoqué un raz-de-marée de 3,5 mètres de hauteur qui a pénétré sur 40 km à l'intérieur des terres. Pour y échapper, il fallait se mettre en hauteur. De nombreuses personnes ont attendu pendant des jours dans les arbres que les eaux se retirent. Raz-de-marée. Une zone d'eau peu profonde favorise le raz-de-marée. La puissance des vagues poussées par le vent sur des côtes qui sont à peine 1 mètre au-dessus du niveau de mer ne permet pas à l'eau de refluer vers l'océan. Champs inondés. Le raz-de-marée a dévasté cette région agricole du delta aux terres fertiles. Les herbes et de la mangrove, protection naturelle contre les inondations, avaient été abattus pour exploiter davantage de terres. Maisons éventrées. Même si certaines constructions sont surélevées à titre de protection contre les grandes marées, la force des vagues et des vents met les murs des maisons à terre. Zoom sur les vents déchaînés, la Nouvelle-Orléans, ouragan Katrina. L'ouragan Katrina est celui qui a causé le plus de dommages matériels et le 5e plus meurtrier à avoir touché les États-Unis. On a recensé 1833 victimes et des centaines de disparus. Les côtes ont été dévastées de la Floride au Texas. Il s'agissait d'un cyclone très destructeur de catégorie 5 dans le golfe du Mexique, mais affaibli catégorie 3
lorsqu'il a touché terre près de la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005. Située entre le Mississippi et un grand lac, la ville de la Nouvelle-Orléans est sous le niveau de la mer. Les digues protégeant la ville ont cédé, entraînant des inondations catastrophiques. La population a dû quitter certains quartiers pendant des semaines. Katrina est l'un des 27 ouragans baptisés en 2005, un record pour une seule saison. Une ville sous l'eau. Pendant des jours, après le passage de l'ouragan, les habitants sont restés prisonniers des quartiers inondés. L'eau boueuse, contaminée par des substances toxiques et des déchets, submergeait les routes et les jardins. Les maisons furent dévastées d'abord par l'eau, puis par les moisissures. Secours par bateau. Piégées dans les bâtiments par la montée des eaux, de nombreuses personnes ont retrouvé refuge sur les toits. Plus de 11 000 ont été secourus par bateau. Rupture d'une digue. Les vents violents de l'ouragan ont créé un raz-de-marée de 7 à 8,5 mètres de hauteur jusqu'à 10 km/h. À l'intérieur des terres, la force de l'eau a entraîné la rupture des digues et l'inondation de plus de 3/4 de la ville. Pont aérien. Les gardes-côtes américains ont utilisé 40 hélicoptères pour des missions de sauvetage et secouru 12 000 personnes. Zoom sur les précipitations exceptionnelles. Pérou. Coulée de boue. L'eau de pluie dévalant les montagnes peut prendre assez de puissance pour couper des routes, déraciner des arbres et détruire des maisons. Les signes annonciateurs d'une coulée de boue sont une brusque montée des eaux, des chaussées qui se déforment et des murs qui se fissurent. Un phénomène météorologique appelé El Niño apporte tous les 7 ans environ, sur les côtes occidentales d'Amérique du Sud, des courants marins inhabituellement chauds et de fortes pluies. Simultanément, l'autre extrémité du Pacifique connaît généralement une sécheresse. Le cycle d'El Niño dure 1 à 2 ans et alternant avec ceux de la Nina dans les courants chauds baignant l'ouest du Pacifique. El Niño et la Nina affectent le climat de toute la planète. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le Pérou en décembre 2006 et en janvier 2007 pendant le cycle d'El Niño. Eau boueuse, même un torrent de boue ou au débit assez lent est capable d'embarquer des maisons, voitures et camions, pouvant être emportés sur des kilomètres. Montagne emportée. En 2006, une période de fortes pluies déclenchée par le phénomène océanique El Niño a entraîné le glissement d'une pente montagneuse au Pérou. Chanchamayo se trouvait sur le passage du glissement de terrain. L'eau a été déferlée sur le village, puis une boue épaisse a recouvert des maisons, emporté ponts et routes et laissé des milliers de personnes sans abri. Glissement de terrain. Les pentes raides ont du mal à absorber les pluies intenses lorsque le sol gorgé d'eau se liquéfie. La gravité entraîne la boue vers le bas. La coulée de boue peut atteindre une vitesse de déplacement de 100 km/h. Zoom sur les précipitations exceptionnelles. Munich, tempête de grêle. La grêle est une précipitation constituée de gouttes de pluie ou de flocons qui se couvrent de pellicules de glace. Les plus gros grêlons
se forment dans les nuages d'orage. Les courants ascendants de plus de 160 km/h sont nécessaires pour agiter les gouttes gelées dans le nuage et permettre la formation des couches de glace. Si la grêle fait rarement des victimes, des grêlons de près de 10 cm de diamètre auraient causé la mort de 250 personnes en Inde du Nord en 1888. La grêle peut aussi arracher les feuilles des arbres, détruire les cultures et tuer du bétail. Comment se forme la grêle? La grêle se forme lorsque des vents forts tourbillonnant autour de cristaux de glace au-dessus du point de congélation dans un nuage d'orage. Les grêlons qui tombent se chargent en eau qui gèle lentement, donnant une glace translucide. Ceux en ascension se chargent en eau qui gèle rapidement, donnant une glace opaque car riche en bulles. Verre cassé. Même s'ils n'ont pas l'élasticité d'une balle de tennis, les grêlons rebondissent lorsqu'ils heurtent une surface dure. Les gros grêlons laissent des impacts sur les carrosseries des voitures et peuvent causer des pare-brises. Le ciel se déchaîne. En 1984, des grêlons accompagnant un violent orage se sont abattus sur la ville de Munich, en Allemagne. Les plus gros avaient un diamètre de près de 10 cm. Ils sont tombés sur une trajectoire de 250 km, endommageant 700 000 maisons et 200 000 voitures, d'où des dégâts matériels énormes. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais plus de 400 personnes ont été blessées. Nuages moutonnants. De curieuses formations nuageuses appelées manmatus apparaissent parfois à la face inférieure des nuages d'orage. Ils sont des signes de puissance courant ascendant au sein du nuage. Vue en coupe de l'intérieur d'un grêlon. Elle montre l'alternance des couches de glace translucides et opaques. Au centre se trouve une petite goutte de pluie gelée et ou un flocon de neige autour duquel s'accumule la glace. Impact et dégâts. Des grêlons de la taille d'un pamplemousse peuvent traverser un toit. Les plus petits, poussés par le vent, laissent des traces d'impact sur les façades et peuvent casser une vitre. Zoom sur les précipitations exceptionnelles. Québec, tempête de glace. Les tempêtes de glace sont fréquentes au Canada, dans certaines zones des États-Unis, d'Europe et de Chine. Elles ont lieu lorsqu'une couche fine d'air polaire est recouverte par de l'air chaud et humide venu de l'altitude plus basse. Les gouttes d'eau traversent alors la couche d'air très froide sans geler. Dès que ces gouttes intensément refroidies atteignent le sol, elles gèlent et enrobent tout d'une épaisse pellicule de glace. La glace s'accumulant fait broyer ou casser des branches d'arbres. Lorsque la glace fond, les arbres ne reprennent pas toujours leur silhouette d'origine. Gants de glace. Les gouttes d'eau très froide qui s'étalent avant de geler déposent une glace translucide. Lorsque la pluie ruisselle sur une branche déjà gelée, une partie de l'eau goutte vers le bas en gelant, créant des petits chandelles de glace. Désastre hivernal. En janvier 1998, des pluies verglaçantes sont tombées sur le Québec, l'Ontario et la Nouvelle-Angleterre, déposant une couche de glace atteignant par endroits 12 cm.
branches d'arbres et lignes électriques ont cassé net. Les coupures d'électricité ont touché plus de 3 millions de foyers. Accidents de la circulation et hypothermie ont causé la mort de 35 personnes. Empreintes gelées. Les vents forts peuvent être à l'origine de grandes vagues près des côtes. Si l'air près du sol atteint des températures négatives, les empreintes venues de la mer et des vagues gèlent au contact des routes, arbres, voitures, les enrobant d'une couche de glace. Étincelles. Les lignes électriques rompues peuvent déclencher des étincelles. Éteindre un feu dans une tempête de glace représente un véritable défi pour les pompiers. L'équipement risque d'être rapidement recouvert de glace et la pression d'eau diminue nettement lorsque les tuyaux cassent. Voiture renversée. Même une très fine couche de verglas réduit l'adhérence des pneus sur le revêtement. Accidents et collisions sont fréquentes pendant les tempêtes de glace hivernales. Zoom sur les précipitations exceptionnelles. Antarctique, l'allée des blizzards. On appelle blizzard une tempête de neige avec des vents dépassant 57 km/h. La neige réduit considérablement la visibilité, parfois à moins de 1 mètre. Les blizzards sont courants vers les régions polaires liées aux montagnes. Une zone proche de McMurdo, Sound, station de l'Antarctique à la base des monts transantarctiques, est surnommée allée des blizzards. Des blizzards aussi violents qu'un cyclone, avec des vents atteignant jusqu'à 160 km/h, ils font rage pendant des semaines d'affilée en toute saison. Les froids extrêmes. Les animaux s'y adaptent en cherchant un abri, en hibernant, en faisant des réserves de graisse ou en se regroupant. Presque congelé. Plus d'un tiers du corps de la grenouille des bois nord-américaine gèle en hiver. Le cœur reprend ses battements lorsque le temps se radoucit. Survivre au froid. Fourrure épaisse, couche de graisse et épais coussinets de pâte isolant les ours polaires du froid. Empilés. Les phoques se protègent contre le froid grâce à une épaisse couche de graisse et en s'empilant les uns sur les autres. La sécurité par le nombre. Une colonie de manchots empereurs mâles, la seule espèce de manchots à passer l'hiver en Antarctique, se serrent les uns contre les autres pour résister au blizzard. Ils changent régulièrement de place pour trouver une position à l'intérieur du groupe où la température peut être supérieure à 20 degrés, à celle de l'air extérieur glacial. La température moyenne de l'Antarctique est de moins 60 degrés. Sculpté par le vent. Le vent modèle des crêtes et des sillons de la surface de la neige. Ces motifs sont appelés sasturgie, un mot russe qui signifie ondulation. Les plumes. Les ailes du manchot sont couvertes d'une couche dense de plumes courtes et raides. Le duvet plumeux à la base des plumes piège l'air chaud, tandis que la pointe ondeuse isole de l'eau. Amour paternel. Les manchots empereurs mâles balancent un œuf unique ou un tout jeune manchot sur leurs pattes palmées. Si le petit tombe au sol, il peut mourir de froid en 2 minutes. Tandis que les femelles vont chasser en mer, les mâles se tiennent debout pendant 2 mois environ, endurant des températures glaciales et des vents violents. Vents catabatiques. Ces vents intenses se développent lorsque l'air froid, plus dense que l'air chaud, descend des montagnes et des hauts plateaux. La vitesse des vents augmente lorsque celles-ci s'engouffrent dans des gorges étroites.
Zoom sur les précipitations exceptionnelles. Autriche, avalanche. Une avalanche est une masse de neige qui se détache d'une montagne et dévale la pente. Elle requiert en règle générale 3 paramètres. Une couverture neigeuse instable, une pente raide et un déclencheur. La neige accumulée commence à glisser lorsqu'elle ne supporte plus son propre poids ou lorsque la couche inférieure glisse. Une petite vibration ou le passage d'un skieur suffisent parfois à déclencher l'avalanche. À titre préventif, il est fréquent de déclencher artificiellement les avalanches avec des explosifs lorsque la neige est trop instable. Les avalanches provoquent environ 150 décès par an dans le monde. Déferlement. Il a fallu moins d'une minute à l'avalanche pour dévaler la pente et venir s'abattre sur la petite ville de Galtür, en Autriche. Sur le lieu d'impact, la neige a atteint 90 mètres de hauteur, soit une masse de près de 170 tonnes, 160 000 tonnes. Même si le risque d'avalanche avait été annoncé, il est probable que ce soit des skieurs qui aient déclenché cette catastrophe. Glissement. Les avalanches se produisent souvent lorsque les nouvelles chutes de neige viennent en couvrir d'anciennes. Humides ou gelées, chaque type dépend de la température et de l'état de la neige. Poudre. Sur une pente très forte, la neige cède à un certain point. L'avalanche s'élargit en dévalant la pente, prenant au passage d'une goutte la forme d'une goutte. Flaque. Lorsqu'une couche de neige gelée se fracture, elle peut déloger un gros bloc de neige qui dévale aussitôt la pente et se fracasse. Cela arrive souvent lorsque la sous-couche est humide. Point de rupture. Les masses de neige en surplomb appelées corniches constituent souvent des zones de rupture. Accélération. Les avalanches prennent de la vitesse en dévalant des pentes et amassant encore plus de neige sur leur passage. Nuages dangereux. Une partie de la neige peut se mélanger à l'air et créer un nuage poudreux, parfois de plusieurs centaines de mètres de hauteur, qui se déplace plus rapidement que le reste de l'avalanche et peut être très destructeur. Piégées par la neige. Les personnes ensevelies sous une avalanche ne peuvent survivre que très peu de temps. Les sauveteurs utilisent des chiens d'avalanche, des hélicoptères, de longues perches ou tout simplement essaient de déblayer la neige pour localiser les survivants. Courir, se mettre à l'abri. Progressant à près de 300 km/h, l'avalanche a gagné la zone de sécurité de Galtür, détruisant des bâtiments et ensevelissant 57 personnes. Zoom sur la chaleur extrême. Éthiopie, sécheresse. Les sécheresses sont de longues périodes qui durent parfois des années, de précipitations inférieures à la normale. Elles se produisent souvent dans des régions où précipitations déjà faibles, par exemple les prairies proches des déserts. Certaines parties du monde, notamment près de l'équateur, connaissent des sécheresses régulières. Sans pluie ni système d'irrigation, les cultures sèchent sur pied. Lorsque s'y ajoute la surpopulation et de mauvaises pratiques agricoles, les réserves d'eau et de nourriture sont vite épuisées et la famine menace. Qui plus est, l'érosion des sols nus risque d'entraîner des dégradations irréversibles de l'environnement. Culture desséchée. Les feuilles flétrissent
pour limiter la perte d'eau de la plante, mais les racines sont parfois encore vivantes dans le sol. Tout est sec. L'absence de pluie fait baisser le niveau des lacs et des nappes phréatiques. Les petits ruisseaux s'assèchent, surtout lorsque la chaleur du soleil fait évaporer le peu d'eau restant. Désertification. Des périodes de sécheresse alliées à des pratiques agricoles néfastes favorisent la désertification, à savoir l'évolution des terres fertiles en zones arides. Elle menace aujourd'hui un quart de notre planète. Avancée du désert. La Chine a perdu depuis les années 1950 93 000 km² de terre. Devenu désert, son gouvernement a des projets de replantation pour freiner l'extension du désert de Gobi. Diable de poussière. Des courants ascendants se développent lorsque le sol est surchauffé par le soleil. Ils apparaissent brutalement, soulevant un nuage tourbillonnant de poussière, comme une mini-tornade. On les appelle dust, devil ou diable de poussière. En quête d'eau. L'Éthiopie est connue une sécheresse catastrophique de 1984 à 1988. Plus de 8 millions de personnes de cette région d'Afrique ont abandonné leur maison pour partir à la recherche d'eau et de nourriture. Le bétail est mort de faim et de soif. Les animaux à la faune sauvage ont perdu leur habitat naturel. Sol craquelé. Sous le soleil, le sol sec durcit et se fond. Il peut y avoir encore de l'humidité en profondeur, mais le sol est trop dur pour absorber l'eau lorsqu'il pleut. Aussi l'eau ruisselle-t-elle sans pénétrer. Zoom sur tempête de feu. Gambéra, tempête de feu. Les feux de forêt sont souvent déclenchés par des impacts de foudre lors d'orages sans pluie ou presque. Ils peuvent aussi être causés par l'homme accidentellement ou volontairement. Poussé par des vents forts, le feu se propage le long des pentes et de petits feux de brousse deviennent rapidement de grands brasiers. Ces incendies sont aussi entretenus par les plantes qui dégagent en brûlant des substances inflammables. La chaleur intense dégagée par l'incendie souffle de l'air chaud, ascendant, créant un système météorologique scientifique. Les rafales peuvent modifier la trajectoire du feu et le faire progresser. Plus vite qu'un homme en pleine course, l'incendie cesse lorsqu'il n'est plus alimenté en combustible et en oxygène ou lorsqu'il pleut. Lutte contre le feu. En 2003, la foudre a déclenché un incendie dans un parc national près de la capitale australienne, Canberra. Des vents chauds et secs soufflant à plus de 75 km/h ont attisé les flammes et plus de 500 habitations ont été détruites. Les pompiers se sont battus contre la chaleur, la fumée et les cendres pour maîtriser le feu. Attaque des braises ardentes. L'air chaud ascendant et le vent violent emportent des particules enflammées loin des lieux de l'incendie. Ces petits nuages ardents peuvent embrasser un véhicule ou un bâtiment, même si des matériaux sont résistants au feu. Tornades de feu. Les températures extrêmes atteintes au cœur de l'incendie déclenchent parfois des vents tourbillonnants en mini-tornades. Ces courants d'air chaud
et enflammés peuvent s'élever très haut dans le ciel. Renforts aériens. Avions et hélicoptères bombardant les incendies avec de l'eau ou des produits chimiques destinés à apaiser la température des flammes et à limiter l'extension du feu. Zoom sur la chaleur extrême. Singapour, un ciel d'éclairs. Les satellites détectent 1,4 milliard d'éclairs dans le monde chaque année. La plupart dans les régions tropicales, ils sont nettement moins fréquents sur les océans. Singapour, groupe île à l'extrémité du sud de la péninsule malaise, occupe la deuxième rang mondial pour le nombre d'impacts de foudre. Les orages font rage sur ce minuscule territoire. En moyenne, 171 jours par an, presque un jour sur deux, et même 20 jours par mois, en période d'activité orageuse maximale. Seule la République démocratique du Congo, en Afrique, présente une fréquence supérieure. Parade contre la foudre. Singapour prend la foudre au sérieux. Paratonnerre et protection contre les surtensions, équipées de nombreuses constructions et installations électriques, câbles électriques et lignes téléphoniques sont très souvent enterrés. Malgré ces précautions, la foudre fait chaque année plusieurs victimes. Un éclair crée une décharge électrique de près de 100 millions de volts avec un échauffement intense. Pas de danger en vol. Hélicoptères et avions résistent aux effets de la foudre. S'ils sont touchés, la charge électrique se propage tout autour de la carlingue puis poursuit son trajet dans l'air. Paratonnerre. Placé au sommet des hauts bâtiments, il est constitué d'une tige métallique prolongée par des câbles qui transportent l'électricité libérée par la foudre jusque dans le sol. Nature protégée. Dans le jardin botanique de Singapour, plus de 120 vieux arbres ont été équipés de fils de cuivre tout le long du tronc. S'ils sont touchés par la foudre, l'électricité est déviée par les conducteurs et l'arbre est protégé. En bord de mer. Quand la foudre touche l'eau, la charge électrique se répartit en surface. Il est possible d'être foudroyé dans l'eau, mais c'est le plus souvent sur les plages que les baigneurs sont touchés.